Bien, donc bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre Café Philo. Le thème, comme vient d'annoncer Madame Bonneau, porte sur la conscience. C'est un sujet, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, qui est à la fois complexe et vaste. Alors, c'est la raison pour laquelle on a décidé de l'aborder à deux. Mais même en l'abordant à deux, on n'est pas du tout sûr de faire le tour du quart de la question. Parce que c'est un sujet qui intéresse à la fois le philosophe, le psychologue, le moraliste, le théologien, etc., le sociologue, l'anthropologue. Alors, évidemment, j'ai le plaisir d'accueillir en votre présence une consoeur qui est dans le domaine de l'information, du développement personnel, et elle m'a invité à insister sur le fait qu'elle n'est pas psychologue. Et donc j'assume cette erreur, cette faute de frappe. Voilà. Donc pour moi, elle est toujours psychologue parce qu'elle est tellement brillante quand elle parle de psychologie. J'ai fini par lui attribuer donc, cette qualité de psychologue. Alors, je pense qu'elle est, malgré tout, à sa manière. Par contre, elle est plus axée sur la dimension cognitiviste. On en a parlé de temps en temps. Elle aura l'occasion de vous dire un petit peu ce que nous apporte l'approche cognitiviste aujourd'hui dans les sciences humaines et en particulier en psychologie. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui a des activités très concrètes parce qu'elle accompagne des personnes dans le milieu, dans le monde du travail, pour justement les aider à évoluer, à changer, à affronter peut-être de nouvelles situations. Et un de ces angles d'attaque, justement, pour accompagner les personnes avec lesquelles elles travaillent dans des dynamiques de changement, c'est cette notion de conscience et de prise de conscience de soi. Mais je n'irai pas plus loin pour lui laisser, évidemment, le loisir de vous exposer son approche de la conscience. Alors, pour ma part, et c'est un peu le choix que nous avons fait, et c'est ce que nous allons vous proposer dans les minutes qui suivent, je vais être un peu plus qu'un animateur aujourd'hui, je vais être co-intervenant, puisqu'on s'est réparti la tâche. Moi, je vais soulever quelques questions plus d'ordre philosophique liées à ce concept de conscience, mais j'irai très vite, parce que, encore une fois, c'est un sujet extrêmement vaste. Donc, il y aura cet éclairage philosophique, et puis, dans un deuxième temps, je proposerai donc à ma collègue Neila de prendre la parole pour apporter son éclairage qui est, comme je le disais tout à l'heure, cognitiviste, psychologique et puis dans l'accompagnement du changement. Alors, commençons, si vous voulez bien, par quelques éléments de réflexion sur justement la dimension philosophique de la conscience. Alors, on a l'habitude d'introduire pratiquement les 3/4 de nos conférences sur les thèmes philosophiques en rappelant que les concepts philosophiques sont souvent à la fois flous, complexes et polysémiques. C'est-à-dire qu'ils renvoient à plusieurs acceptions, elles peuvent avoir plusieurs sens. Et c'est le cas aujourd'hui, de nouveau, quand il s'agit de traiter de la conscience. Et si vous le voulez bien, je vais commencer par 3 expressions qui nous mettent d'emblée dans cette dimension polysémique du concept de conscience. C'est-à-dire les 3 sens que ça peut avoir. Première expression, je rencontre quelqu'un qui me dit « Hier, j'ai perdu conscience ». Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, je rencontre une deuxième personne qui me dit « Je n'ai aucune conscience du temps lorsque je fais telle ou telle chose, lorsque j'écoute la musique, lorsque je lis un roman, lorsque je voyage, etc. » Tiens, j'ai perdu conscience, et puis je n'ai aucune conscience du temps, donc on n'est pas sur le même sens attribué justement à ce concept de conscience. Et puis plus tard, je rencontre quelqu'un qui me dit « Ma conscience m'interdit d'accomplir tel acte parce qu'il est en opposition, contradiction avec mes valeurs, mes croyances,
des choses auxquelles je tiens. Voilà un troisième sens qui va avoir plutôt une connotation éthique ou morale, ou les deux à la fois. Alors, le premier, donc, revenons donc à la première expression, j'ai perdu conscience. Là, on est, on va dire, tout simplement, dans le registre physiologique de la conscience. J'ai perdu conscience parce que hypoglycémie, parce que je sais pas, j'ai subi un traumatisme crânien. Donc là, on est sur la conscience au sens physiologique du terme. Le deuxième emploi, j'ai perdu la notion du temps en écoutant tel morceau de musique ou en voyageant. Là, on est sur une dimension purement subjective. C'est comment j'ai construit mon rapport au temps au moment où j'étais en train de faire telle ou telle chose. Quelle est la perception que j'avais du temps? Donc on est sur ces dimensions subjectives de la conscience, c'est-à-dire un ressenti. Et puis le troisième sens qui découle de la troisième phrase que j'ai, la troisième expression, ma conscience m'interdit de faire ceci ou cela. Là, comme je le disais, on est sur une connotation morale, éthique, et la revendication d'un attachement à une valeur qui fait que ma conscience devient cette espèce d'instance psychique qui va commander mon comportement, qui va m'autoriser à accomplir tel ou tel acte, mais qui peut aussi m'interdire d'accomplir un acte en vertu justement de mes croyances et de mes valeurs. Alors, si je suis clair jusque-là, ça veut dire qu'on peut aussi raccrocher ces trois acceptions de la conscience à trois temporalités. La première, elle s'inscrit dans le passé. J'ai subi, etc., et j'ai perdu conscience. Donc je décris un événement qui s'est passé dans une temporalité qui relève du passé, et j'ai pu établir une relation de cause à effet entre ce que j'ai vécu, ce que ma conscience a subi, et ce qui s'est passé réellement. Lorsque quelqu'un me dit, quand je lis un roman, je perds la notion du temps, on est plutôt sur une temporalité qui est liée au présent. Le passé, c'est le présent. Quand je fais telle chose, je réalise que je perds justement la notion du temps. Et puis, lorsque quelqu'un me dit, on me demande de faire ceci, je m'interdis de le faire, c'est-à-dire je m'interdis d'accomplir dans le futur une action que ma conscience ne me permet pas d'accomplir. Alors, il n'y a rien que ça, il y a de quoi faire trois cafés philo sur la notion de temps et de conscience. Sujet qui intéresse les philosophes, qui intéresse aussi les psychologues, etc. Alors, allons un peu plus loin si vous voulez bien. Certains spécialistes qui travaillent sur la conscience réduisent la conscience à des processus physico-chimiques. C'est tout ce que nous apportent aujourd'hui certains courants, peut-être majoritaires aujourd'hui, de ce qu'on appelle les neurosciences. C'est une thématique aussi qui est revenue très souvent dans nos cafés philosophiques, parce que les neurosciences s'invitent forcément dans tout ce qui est en rapport avec les sciences humaines, puisque eh bien, les sciences humaines, ça fait appel à un cerveau pour produire des concepts, des savoirs, des connaissances, des théories, des modèles, etc. Et donc, si les sciences cognitives, si les neurosciences nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau, ça veut dire que ça nous permet d'élargir notre capacité de comprendre les mécanismes du cerveau qui permettent de produire des émotions, des idées, des concepts, etc. Donc, les neurosciences sont en train de bousculer un certain nombre de théories, de concepts qui étaient tenus pour vrais sur la base de la manière dont les sciences humaines ont évolué pendant le XIXe siècle, le XXe siècle, et cette espèce de séisme, mais positif, séisme qui est arrivé avec les neurosciences, nous permet d'avoir une connaissance beaucoup plus expérimentale des mécanismes du cerveau. Mais avec des limites, et des débats, et des conflits, évidemment, entre les tenants des neurosciences qui, eux,
ont tendance à réduire justement ces mécanismes à des processus physico-chimiques. Et évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, les psychologues, les philosophes n'aiment pas trop qu'on réduise le fonctionnement d'un être humain à une succession d'interactions physico-chimiques. D'où la notion de conscience qui s'invite dans le débat entre les spécialistes des neurosciences et les philosophes qui ont une autre vision de la conscience. Alors cette approche est considérée, donc l'approche qui réduit le fonctionnement de la conscience à des processus physico-chimiques, elle est considérée comme réductrice par les philosophes dans la mesure où elle stipule que le cerveau est régi par des mécanismes d'autorégulation et de réception et de production d'informations. Alors là, je rentre dans des choses un petit peu techniques, mais c'est pas grave, même si on ne comprend pas tout. Ce qu'il faut simplement voir, c'est qu'est-ce qui découle justement de cette conception de la conscience qui privilégie les mécanismes physico-chimiques et qui considère que globalement, la conscience c'est juste quelque chose qui permet à l'être humain de réguler ses rapports avec le monde extérieur, et ça lui permet de recevoir des informations, de les traiter et d'en faire quelque chose. Et là-dessus, les philosophes nous disent, non, c'est pas que ça. Oui, il y a un peu de ça, parce qu'on le voit à travers l'IRM, le scanner, etc. On peut le voir, parce que c'est une démarche très expérimentale. On ne peut pas nier des choses qu'on voit sur des écrans, avec la possibilité aussi de reproduire ce type d'expérience, comme le veut toute démarche scientifique. Quand on est capable de reproduire à l'infini une expérience, eh bien, elle ne peut plus être contestée, ça devient ce qu'on appelle une loi scientifique, ce qui est le cas. Sauf que, nous disent les philosophes, seule la conscience humaine est capable d'être consciente de sa conscience. Alors là, les affaires se compliquent. Alors, on va essayer de le dire autrement. Le propre de l'être humain, c'est d'être conscient de sa conscience. Lorsque je vous parle, je suis conscient du fait que je suis en train de vous parler. Et d'essayer, dans la mesure du possible et avec les moyens dont je dispose, de partager avec vous ce que j'ai compris de la conscience. D'accord ? Un animal n'est pas capable d'être conscient de sa conscience. C'est-à-dire, il n'est pas capable de penser ce qu'il est en train de penser. Penser ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il est en train de déployer comme comportement. Et c'est un des premiers points de clivage entre les neurosciences, au sens classique du terme, parce que je ne veux pas généraliser, il y a peut-être des gens qui sont un peu plus au courant que moi de ces questions, mais dans la communauté des neuroscientifiques, il y a des débats justement pour ne pas aller sur cette vision réductionniste qui consiste à réduire l'être humain en une série, encore une fois, d'interactions, de molécules, de mécanismes, je dirais encore une fois, physiques et chimiques, alors que nous sommes des êtres beaucoup plus complexes avec cette notion de subjectivité qui n'est pas saisissable à travers justement ces approches neuroscientifiques, du moins pour l'instant. Alors, voyons un peu ce qui en découle comme conséquence. Si on admet, comme le disent les partisans des neurosciences, que la conscience est réductible justement à ces processus physico-chimiques, avec ce mécanisme justement d'autorégulation, de traitement de l'information. Eh bien, certains vous disent, mais alors du coup, quelle est la différence entre nous et un ordinateur? Parce qu'un ordinateur, ça s'autorégule, ça reçoit des informations, ça les traite et ça produit d'autres informations. Alors, se pose la question, est-ce qu'on est juste une variante de ce qu'on appelle aujourd'hui des ordinateurs ou des machines intelligentes? Et la réponse, évidemment, des philosophes, c'est non. D'où le qualificatif d'approche réductionniste, parce qu'elle a tendance à réduire l'individu à cette espèce de machine qui reçoit et qui traite des informations. Alors, ma question qui m'est venue à l'esprit et que je partage avec vous, mais je n'ai pas de réponse. La réponse, on va peut-être la trouver ensemble. Si vous acceptez le postulat selon lequel l'ordinateur, il a une conscience, mais il n'a pas une conscience de soi. La conscience de soi, c'est ce qui est propre à l'être humain. Parce que nous sommes capables de penser ce que nous faisons.
d'être conscient de notre conscience. Ça va, vous me suivez? Alors, si à partir de ce constat, on est d'accord, eh bien, la question qui se pose, c'est que nous avons maintenant, notre vie est de plus en plus réglée par des machines qui ont une conscience et qui prennent des décisions et qui traitent un certain nombre de choses qui concernent notre quotidien, des problèmes de sécurité, de santé, je sais pas moi, de savoir, etc. Alors, est-ce qu'on n'est pas rentré dans une ère dans laquelle le gouvernement au sens grec du terme, pas le gouvernement au sens politique, mais ce qui va gouverner les sociétés, va être de plus en plus des machines qui ont une conscience, mais qui ne peuvent pas avoir la conscience de soi. Et comme ces machines sont en train de se substituer à l'homme l'homme au sens générique, l'homme et la femme, qui a cette capacité unique, parce que nous sommes la seule espèce à avoir cette capacité, on l'a vu la dernière fois avec Philippe Fontaine, quand on a traité du sujet « L'homme est-il un animal comme les autres ?» Alors la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est que deviendraient des sociétés dans lesquelles les décisions, la gestion d'un certain nombre d'affaires qui nous concernent, qui concernent la société, le vivre ensemble, eh bien, tout ça va être géré par des machines qui ont une conscience, mais qui n'ont pas une conscience de soi, c'est-à-dire qui ne peuvent pas réfléchir, qui ne peuvent pas élaborer une réflexion sur les actions qu'elles entreprennent. Parce que nous avons cette capacité, on fait quelque chose, et puis après, on se dit, ce que j'ai fait vis-à-vis de telle personne, parce que je l'ai aidé, je l'ai soutenu, c'est bien. Et puis après, on dit, bon, la manière dont je me suis comporté avec telle personne l'autre jour, eh bien, ça me fait honte parce que j'ai eu un comportement exécrable. Mais un ordinateur, il ne se pose pas ce genre de questions. Alors, ça veut dire que deviendraient les interactions humaines s'il y a de plus en plus de place prise par des machines qui ont juste la conscience, mais qui ne peuvent pas s'interroger sur la manière dont ils utilisent cette conscience au sens mécanique du terme, traitement de l'information, autorégulation. Donc là, on a du pain sur la planche, si je puis dire, pour creuser notre discussion tout à l'heure lors de l'échange qu'on aura entre nous. Donc la conscience suppose un écart de soi à soi. C'est cette capacité à prendre de la distance, à se regarder en train d'agir, à se regarder en train justement de faire ce que j'ai fait la dernière fois pour dire c'est bien, c'est mal. Donc la conscience suppose un écart de soi à soi et donc une impossible coïncidence de soi avec soi-même. Si je suis dans la coïncidence de soi avec soi-même, ça veut dire que j'ai plus de distance, ça veut dire que je retombe dans une condition qui serait plus proche de la condition animale. Que l'animal n'a pas la possibilité de penser ce qu'il fait. Cet écart de soi à soi permet à l'homme d'avoir une démarche réflexive, c'est-à-dire de réfléchir à soi-même, ce que je disais tout à l'heure, à ce qu'il est, à son rapport au monde, à son rapport à l'autre, à son rapport à son devenir, et lui permet également de se transformer. Et là va probablement nous parler de manière un peu plus précise de cette question, comment la conscience, comment le travail sur la conscience peut amener un individu à se transformer. Mais avec les méthodes que tu utilises, peut-être pas avec les méthodes que je suis en train de décrire. Donc, son rapport, donc, ça lui permet de réfléchir, de penser son rapport à l'autre, son rapport à son devenir, donc ça lui permet également de se transformer. Le terme, justement, réfléchir signifie d'ailleurs à la fois penser, méditer et voir son reflet dans un miroir ou une surface réfléchissante. Quand un animal se regarde dans un miroir, il n'en tire pas grand-chose. Sauf les chimpanzés. Les expériences montrent que les chimpanzés arrivent à avoir à peu près les mêmes réactions quand on les met face à un miroir que des enfants de 18 mois parce que la prise de conscience de soi se fait à partir de 18 mois chez l'enfant. Elle ne se fait jamais chez 99,9% des animaux, elle se fait chez le chimpanzé compte tenu de notre proximité
biologique, physiologique, pour ceux qui y croient. Ceux qui n'y croient pas, ce n'est pas le sujet de ce café film. Donc on peut bien imaginer une activité organique inconsciente d'elle-même, mais on peut difficilement imaginer une pensée qui ne serait pas consciente de penser. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Donc du coup, la société de l'intelligence artificielle, des systèmes experts, qui régissent, encore une fois, notre quotidien, dans laquelle nous vivons, est probablement en train de substituer une activité organique, inconsciente d'elle-même, à la pensée consciente de penser. Je redis tout simplement différemment ce que je disais tout à l'heure, c'est que dès l'instant que des machines considérées comme intelligentes prennent des décisions et régulent notre quotidien, et n'ont plus la capacité de penser les décisions qu'elles prennent, leur impact sur le vivre ensemble, sur les relations interpersonnelles, etc. Et donc la grande question qui nous est posée aujourd'hui, c'est quelle est la vocation de la conscience humaine comme conscience réflexive, capable de réfléchir sur ce qu'elle fait, et bien quelle est la place qu'elle occupera dans une société qui est plutôt sur une dynamique de délégation de la gestion d'un certain nombre de décisions et d'un certain nombre d'affaires à des machines intelligentes. Je m'arrêterai là, si vous me le permettez, et je vais laisser ma consoeur Enéla aborder le sujet sous un angle qui relève de sa compétence. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Béla, je suis aujourd'hui consultante formatrice en comportement. Donc j'accompagne les individus à modifier un comportement donné dans un contexte dit professionnel, mais aussi en accompagnement thérapeutique. Alors, dans un contexte dit de formation, j'utilise donc les sciences dites cognitives. Alors, il est aujourd'hui démontré, prouvé, que l'individu, l'être humain, est doté d'un cerveau, jusqu'à preuve du contraire, et que ce cerveau est constitué de deux hémisphères, donc l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc, ce qui nous intéresse en formation, en tant que, bien sûr, experte de l'apprentissage, l'andragogie, donc c'est le système d'apprentissage de l'adulte. Ce qui nous intéresse, c'est créer des conditions dans lesquelles l'individu va se mobiliser de façon à pouvoir prendre conscience qu'il a tout intérêt à intégrer un nouveau savoir, un nouveau savoir-faire et un nouveau savoir-être. Et de ce fait, donc moi je croise les sciences dites cognitives et comportementalistes pour justement optimiser cet accompagnement. Alors l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, les sciences nous démontrent bien qu'il y a l'hémisphère gauche dans lequel il est stocké un certain nombre d'informations emmagasinées. C'est une base de données, donc on parlait d'une base de données entrante et une base de données sortante, donc l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc l'hémisphère gauche appelle plutôt l'esprit dit rationnel, explicite, mathématique, chiffré, donné, donc là où il y a une source de pensée dite analytique. Pas à pas dans laquelle j'intègre un certain nombre de données qui sont à ma disposition et je stocke cette information et je peux aussi l'analyser et donc réfléchir. Alors par contre, quant à l'hémisphère droit, il est plutôt le nid de l'intuition, de la vision spatiale, de la nouvelle de la nouvelle information qui est donc mise à ma disposition, que j'intègre, mais tout en la réfléchissant. Alors, il y a un troisième cerveau, dit le cerveau reptilien, qui quant à lui contrôle mes fonctions vitales, mes besoins physiologiques, le manger, le dormir, tous les besoins physiologiques qui sont aujourd'hui fonctions vitales pour l'individu. Et donc, nous avons aussi le nid des émotions. Et c'est là où justement, toute la présentation d'Abdella prend son sens. Qu'est-ce qui nous différencie donc d'un ordinateur? C'est justement émission-réception de l'information avec une perception émotive qui met en évidence ce principe de conscience, puisque je ressens, je pense et je me mets en action. Alors, les sciences aujourd'hui nous démontrent bien que l'individu ne peut être en interaction que s'il crée une liaison entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. De ce fait, la cohérence entre la base de données existante, donc une forme d'expérimentation et de représentation, se met en action avec l'information entrante qui, elle, par contre, est mise en évidence de par une connexion à un environnement donné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'en tant qu'individu, lorsque je suis mobilisé, lorsque je suis en interaction avec autrui, j'ai cette capacité à penser, mais je n'ai cette capacité à penser
que si j'ai effectivement une émotion qui est associée. Et c'est là où, en tant que formatrice, ce qui m'interpelle et ce qui m'intéresse, et de ce fait je croise les pensées dites philosophiques, et donc les études psychologiques, c'est que l'humain ne peut se mobiliser que s'il y a une interaction entre ces trois couches successives du cerveau. L'esprit rationnel, l'esprit intuitif et donc émotionnel. En mobilisant l'individu sur ces trois couches successives de cerveau, nous arrivons donc à mobiliser l'individu, et ce dans un contexte dit d'apprentissage. Donc là, ça fait beaucoup d'informations, mais concrètement, aujourd'hui, je suis confrontée à des personnes qui se mobilisent par elles-mêmes et pour elles-mêmes à développer un nouvel axe sur le comportement, mais qui peuvent aussi être forcées, qui peuvent être poussées de par l'entreprise et donc la hiérarchie. Alors, le changement de comportement ne peut se faire que si la personne est consciente. Donc, dans un contexte dit d'apprentissage, le principe du cognitif rentre en ligne de compte. Nous cherchons à créer une interaction dans laquelle l'individu va chercher à s'approprier un nouveau savoir, sauf que la personne ne peut intégrer ce nouveau savoir que si elle fait appel à une forme de représentation, donc une expérience qui a déjà été la sienne. En créant un conflit socio-cognitif, c'est-à-dire en créant une interaction entre un individu et un autre individu, nous créons ce que nous appelons une forme de questionnement, un changement de représentation. Et en créant ce changement-là, en créant ce conflit socio-cognitif, l'individu accepte de recevoir une nouvelle forme de représentation et accepte ce qu'on appelle le changement. Donc, si vous voulez, l'apprentissage nous amène au quotidien à solliciter le cognitif, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, mais créer aussi des conditions dans lesquelles la personne va se mettre en éveil émotionnellement parlant. De ce fait, elle accepte d'intégrer une nouvelle information, donc changer ses modifications et ses représentations, de façon à pouvoir changer son comportement. Alors je ne sais pas si jusque-là c'est assez clair. L'idée des sciences et du cognitif, donc c'est bien sûr mettre en pensée intellectuelle de façon à pouvoir agir et mettre en place une action concrète en conscience, en corrélant une émotion positive. Donc si vous voulez, pour nous, ces trois cerveaux sont en interaction constante lorsque la personne est dans un contexte dit d'apprentissage. Et c'est là où moi, ça m'interpelle en termes de conscience et conscience de soi, puisque les sciences cognitives ne parlent pas de conscience. Nous parlons plutôt d'un individu qui va être mobilisé dans un contexte donné de façon à ce qu'il puisse s'approprier un nouveau savoir-être, qu'il l'intègre, qu'il l'accepte et qu'il amène un changement de comportement. Alors, ce qui est vérité absolue, c'est que nous ne pouvons pas changer le comportement de l'individu. Je ne peux, en tant que professionnel, que créer des conditions dans lesquelles l'individu va se remettre en question. Et donc va remettre en question ses propres représentations comme étant une forme de vérité, donc c'est la valeur qu'il attribue aux choses. Et en changeant la représentation d'un individu, nous pouvons amener une forme de changement dans son comportement au quotidien. Donc le cerveau est doté de cette capacité à stocker l'information, à l'emmagasiner, mais aussi à recevoir une information nouvelle. Et nous savons qu'il y a des neurones, donc des connexions entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche qui facilitent cette analyse et donc la mobilisation de l'individu. Alors, encore une fois, le cerveau reptilien rentre en ligne de compte, enfin le limbique plutôt, sur le registre dit émotionnel. Nous savons qu'aujourd'hui, si l'émotion associée est positive, l'individu accepte de stocker l'information dans son cerveau. Par contre, si nous lui imposons la chose et que nous créons une émotion dite négative, il y a une forme de barrière qui rentre en ligne de compte et les connexions au niveau des hémisphères ne peuvent pas se mettre en route. Donc les neurones sont là pour créer une liaison entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc le cerveau reptilien joue un rôle primordial dans l'acquisition de nouveaux savoirs, mais aussi dans le changement de comportement. Donc la conscience, qu'est-ce que la conscience ? Il s'agit pour nous, d'un point de vue psychologique, de dire que c'est la faculté psychologique d'un individu à percevoir sa propre conscience, donc sa propre existence, et ce, en conscience.
Alors la conscience de soi, et du coup on croise encore une fois l'approche dite philosophique, en tous les cas c'est ce qui moi motive aujourd'hui l'accompagnement des individus, c'est que je ne peux transmettre l'information, je ne peux imposer un changement de comportement que si la personne est consciente. Alors le dilemme qui se pose aujourd'hui, c'est que nous avons des salariés qui assistent à des formations axées sur le développement personnel, qui viennent de leur propre gré, de leur propre initiative. De ce fait, le travail de prise de conscience devient simple. Maintenant, la complexité, et c'est là où, quelque part, éthiquement parlant, en tant que formatrice, voire même accompagnement du changement, sur l'accès du comportement et du développement personnel, il y a une question qui m'interpelle, c'est que lorsque la personne n'est pas à l'initiative, qu'elle est forcée et qu'elle est poussée par son employeur, par son manager à un changement de comportement, eh bien la difficulté se rencontre pour nous en salle, et voire même éthiquement parlant, parce que si la personne n'est pas prête, si la personne n'est pas assez mature, nous utilisons aujourd'hui des outils dans lesquels nous cherchons à créer une prise de conscience de par des exercices pratico-pratiques, de façon à ce que nous ayons un changement de représentation. Et lorsqu'il y a acceptation de l'information, il y a changement de représentation. Donc voilà, c'est un vaste débat. La notion de la conscience est effectivement polysémique, donc moi j'adhère complètement au principe de la conscience de soi, la conscience morale, mais j'ai aussi une conscience dite éthique, du bien et du mal, et quelles sont mes limites face à un individu qui aujourd'hui se doit d'évoluer et de faire évoluer son comportement dans un contexte donné. Donc pour moi la conscience, c'est être conscient de son état émotionnel, donc il y a une forme de subjectivité, de ses propres émotions, de ses propres comportements, mais tout en étant en interaction avec autrui et donc dans un environnement donné. Est-ce qu'il y a conscience sans environnement extérieur ? Ça, c'est encore un grand débat, et du coup, il y a le principe philosophique qui nous amène à analyser les choses. En tous les cas, dans un contexte dit d'apprentissage et donc de formation, il y a tout un travail à faire. Donc cette prise de conscience ne peut être créée que si nous mettons en action l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, tout en associant une émotion positive, de façon à ce que la personne puisse concrètement se mobiliser. Donc dans les sciences cognitives, nous allons plutôt parler d'un individu qui se mobilise, qui fait appel à son cognitif, qui accepte de connecter les choses, donc se remettre en question de façon à pouvoir intégrer un nouvel apprentissage, et ce dans un contexte donné. Donc j'accueille vos questions, ça reste très vaste, donc je peux aussi partager une expérience avec vous, et c'est ce qui du coup m'a amené à proposer la thématique de la conscience de soi à Abdellah. J'ai assisté à une formation, donc je n'étais pas formatrice, mais j'ai assisté à cette formation qui a duré 5 jours, dans laquelle on utilise un outil axé sur le développement personnel et donc le changement de comportement, qui nous vient des États-Unis, donc une forme de vulgarisation de la psychologie issue des études d'Eric Berne, un comportementaliste américain, qui nous propose d'étudier et d'analyser le comportement, donc plutôt d'avoir une étude psychologique, c'est-à-dire rentrer dans l'état du moi interne, avoir une vision plutôt extérieure du comportement de l'individu, et en examinant, en évaluant le verbal, le non-verbal, la posture de l'individu, nous arrivons plus ou moins à décoder son ressenti intérieur et donc toute son histoire. Et donc pendant cette formation, donc, j'ai une personne qui a été ce qu'on appelle en éveil. Pour moi, en tous les cas, c'est une forme d'éveil. Donc, de par les exercices qui ont été mis en place, il y a une prise de conscience quant à son comportement au quotidien et donc son état émotionnel. Et là, j'ai une jeune femme qui s'effondre et qui pleure et qui a énormément de mal à s'en remettre. Pourquoi ? Parce qu'elle a pris conscience qu'une de ses peurs, une peur fondamentale, c'était la peur d'être aimée. Et la limite du métier de formateur, c'est comment est-ce que je vais accompagner une personne qui est en éveil, donc en état de conscience intellectuelle, émotionnelle, dans un environnement qui n'est pas forcément susceptible de m'accompagner au-delà de la prise de conscience. Donc il y a un éveil qui a été mis en place, cette personne s'est effondrée, donc la conscience que sa peur mère, c'était justement la peur de ne pas être aimée, donc la peur de ne pas être aimée, et du coup, qu'est-ce que j'en fais ?
À partir de là, effectivement, il y a une prise de conscience de ma part, donc entre la prise de conscience plutôt morale, entre le bon et le bien et le mal, jusqu'où est-ce que je peux accompagner un individu, et en accompagnement, est-ce qu'il n'est pas préférable de poser et d'acter l'objectif sur lequel la personne veut et souhaite donc travailler, parce que nous avons aussi des limites. Voilà, donc ce qui m'interpelle, c'est effectivement les sciences, en termes de connaissance et d'apprentissage. Nous sommes dotés effectivement d'un cerveau droit et d'un cerveau gauche, avec un cerveau reptilien qui nous accompagne à créer des connexions entre ces deux hémisphères, de façon à pouvoir être en interaction avec un environnement donné. Donc je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là. Si tu me permets, je vais juste reprendre un petit peu les... Merci d'abord pour cet éclairage. Alors, deux approches, comme vous avez pu le constater, qui sont complémentaires, du moins, c'est ce que j'espère. Et merci d'avoir fait des liens entre ton approche et les éléments d'ordre philosophique que j'ai pu apporter lors de mon exposé. Je retiens principalement de ce que tu viens de nous présenter trois choses. La première, c'est cette approche globale que nous n'avons pas eue pendant des siècles et des siècles, et qui consistait à séparer les instances, justement, qui régissent le fonctionnement de notre cerveau. Je vais reparler d'un auteur que j'ai cité plusieurs fois dans ce Café Philo. Ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le lire, eh bien, il est disponible en livre de poche. Vous avez même quelques exemplaires à la bibliothèque, donc j'ai vu un exemplaire en deux. C'est Antonio Damasio, qui est donc un monsieur très sérieux, extrêmement respectable, et un honnête homme au sens du XVIIe et XVIIIe siècle, c'est-à-dire il n'est pas qu'un homme de science, parce que c'est d'abord un neurologue de renommée internationale, qui enseigne dans une grande université américaine, mais qui est aussi intéressé par des questions philosophiques. Et là, l'ouvrage qui va être une espèce de révolution dans le monde justement du cerveau et des neurosciences, ça s'appelle l'erreur de Descartes. Et ça, c'est le premier point que tu as souligné. C'est, Damasio nous dit comment on a pu considérer pendant des siècles que la seule intelligence digne de ce nom, c'est l'intelligence analytique, rationnelle, mathématique, c'est-à-dire le fameux cerveau gauche. Et nous avons tous, quels que soient nos âges, etc., que le système scolaire a été, et il est peut-être un tout petit peu moins, mais le système scolaire a fonctionné pendant au moins un siècle ou un siècle et demi sur cette espèce de primauté de la connaissance de type rationnel. Si je suis bon en mathématiques, mon avenir est assuré. Si je suis bon en philo, ça va encore. L'histoire, parce que c'est l'éthique, etc. Mais dès qu'on commence à toucher à des matières qui réveillent notre dimension émotionnelle, etc., avec un peu de chance, l'institutrice dira aux parents de l'enfant, futur intermittent du spectacle, qui est quand même la voie royale, évidemment, qui ne peut que rassurer les parents. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se sert un peu trop de son cerveau droit, et le cerveau droit, et là, c'est pas bon. Donc ce monsieur nous dit, avec des expériences très sérieuses, nous montre que la connexion, quand elle se fait, eh bien, ça donne de très bons résultats. Je citerai, si vous me le permettez, également un compte-rendu d'un entretien que j'ai lu dans une revue. C'est un journaliste qui a eu la très bonne idée d'aller interroger un monsieur, donc un mathématicien français, qui a eu la médaille Fields. La médaille Fields, pour ceux qui le savent, c'est très bien. Sinon, je rappelle que la médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Parce que en mathématiques, il n'y a pas de prix Nobel. Je ne sais pas si vous savez pourquoi. Parce que M. Nobel, qui est ce monsieur généreux qui voulait accompagner un mécène qui voulait stimuler la science, eh bien, il a décidé de récompenser les gens qui font des découvertes exceptionnelles, d'où le nom de prix Nobel. Et puis, un jour, il a découvert que son épouse avait quelques relations privilégiées avec un mathématicien. Il a puni à vie les mathématiciens, les privant du prix Nobel, et c'est devenu la médaille Fields. 2011, un grand génie français en mathématiques qui remporte la médaille Fields, je crois, il enseigne à Grenoble,
Et alors le journaliste lui dit, mais monsieur, comment vous faites, comment on fait pour arriver à ce niveau de... Quand vous êtes sur la résolution d'une équation, vous faites comment? Il dit, j'en sais rien, je crois. Bah, un entretien qui commence comme ça, c'est un peu délicat. Il lui dit, non, mais vous avez des modèles, vous avez des cheminements méthodologiques. Il dit, oui, mais pas plus que ça. Et alors, comment on fait pour faire des découvertes en mathématiques? Ben, moi, j'assimile mon travail, dit-il, au travail d'un artiste. Il y a des émotions, il y a des intuitions, il y a évidemment de la rationalité, parce qu'on ne peut pas faire des mathématiques uniquement avec des émotions et de l'intuition. Et puis, après... sincèrement, plusieurs fois, j'arrive à résoudre une équation, mais si vous me dites comment j'ai procédé, je ne peux pas reconstituer le chemin. Intéressant. Intéressant parce que ça apporte un élément supplémentaire à la thèse d'Antonio Damasio qui nous explique que l'apprentissage, que l'intelligence humaine fonctionne, qu'on le veuille ou non, par ces interactions entre les dimensions émotionnelles et les dimensions rationnelles, et quand elle est reconnue, quand elle est acceptée, quand elle n'est pas disqualifiée, eh bien, elle ne peut être que source d'acquisition de nouvelles connaissances de la part du sujet concerné. Deuxième point. Si tu te permets, je voudrais juste compléter. Tiens. Alors, pour compléter justement ce que tu viens de dire, dans les années 50, l'État américain s'est questionné quant à certains soldats qui arrivaient plus ou moins, enfin qui arrivaient plus à survivre et mettre en place certaines formes et certaines stratégies de façon à pouvoir se sortir de situations difficiles. De ce fait, donc, il y a une observation accrue du terrain. Et une étude a bien démontré que certaines personnes avaient la capacité intuitive à trouver une solution en un instant T et donc à mettre en place l'action correspondante qui lui permettait de survivre. Et de ce fait, donc, les études ont été enclenchées et à partir de ce moment-là, donc dans les années 50, des spécialistes du cerveau ont commencé à se poser un certain nombre de questions. Donc effectivement, à partir de l'expérimentation, les sciences se posent un certain nombre de questions. En l'occurrence, Ned Herman commence à travailler et commence à proposer des travaux quant au système néocortical et donc le limbique, et démontre qu'il y a dans ces deux hémisphères encore deux sous-parties. Et donc pour définir ces quatre parties, donc un découpage des hémisphères, il s'agit d'une logique. Il y a quatre logiques qui aujourd'hui font partie de notre cerveau. La logique du quoi, la logique de la raison, de l'explicite, du pragmatique, de façon à pouvoir agir. Donc il s'agit bien du quoi en termes d'efficacité dans un contexte donné. Une autre partie du cerveau qui apparaît donc, c'est la partie très analytique, mais voire beaucoup plus terre à terre. Le détail, l'interaction entre deux événements, entre deux situations ou entre deux choses qui me permettent aussi de rentrer dans une forme de logique dite analytique. La troisième partie du cerveau qui est mise en évidence, c'est la partie beaucoup plus intuitive, mais l'intuition dite spatiale, la vision globale dans la projection dans l'avenir, c'est-à-dire le pourquoi correspond à une forme de logique et une logique intellectuelle dans un contexte donné. Et c'est de là où on retrouve l'esprit plus créatif, le chercheur, l'écrivain, dans une projection spatiale. La quatrième sous-partie, c'est du coup la partie qui nous intéresse aussi, qui pour moi enclenche les connexions au niveau du cerveau. C'est l'individu qui a cette capacité à ressentir ses propres émotions, qui a une logique en lien avec le côté relationnel, social, humain au quotidien. Donc de ce fait, en lançant une observation du terrain dans un contexte dit urgent, conflictuel, donc de guerre, il a été donc découvert que l'individu était doté de 4 hémisphères et donc de 4 pôles et centres d'intérêt, donc 4 logiques. Alors si nous faisions un test, nous ne cherchons pas à mettre les gens dans les cases, mais il apparaît quand même une grande évidence que nous avons tous notre propre logique, et donc nous avons une logique du quoi, chiffrée, rationnelle, mathématique en termes d'efficacité, une logique du détail, de l'analyse, du pas à pas, du pragmatique, des règles et des normes,
La troisième logique, c'est le spatial, la vision globale, la capacité à se projeter et donc à être visionnaire. Certains pourront vous parler plutôt de projets professionnels, de projets de vie, mais sur du long terme, alors que d'autres en sont incapables. Et la quatrième logique, elle est plutôt d'ordre émotionnel, subjectif, relationnel. Et donc ça définit bien 4 logiques comme étant des pôles, centres d'intérêt qui constituent le cerveau d'un individu. À partir de ce moment-là, ce qui nous intéresse, c'est de créer des connexions entre ces 4 pôles de façon à pouvoir mobiliser l'individu dans tout son être et créer une connexion, hein, je maîtrise mes mots, mais créer une connexion entre le corps et l'esprit de façon à ce qu'on puisse se mobiliser dans un contexte donné, face à un environnement donné, pour pouvoir agir, réagir et survivre. Donc c'est en observant le terrain que les études scientifiques ont été enclenchées. Maintenant reste à croiser l'inné de l'acquis, l'approche psychologique, philosophique et scientifique. Mais je pense qu'en corrélant le tout, on arrive quand même à une belle analyse. C'est que l'être humain est doté de compétences, nous appelons ça des compétences inconscientes, que nous mettons en place pour maintenir notre survie dans un contexte donné, de toute façon. Alors, je vais peut-être vous laisser réagir. Donc, c'était juste pour remettre un petit peu d'ordre dans nos idées. L'importance des connexions, le premier point qui a été abordé. La notion de prise de conscience, mettre l'individu en situation de prendre conscience de ce qu'il est, de son histoire propre, de son vécu pour justement préparer la troisième étape, qui est de faire en sorte que la personne puisse reconstituer les liens entre ses émotions et les mécanismes d'apprentissage qui vont lui être proposés dans le cadre, par exemple, d'une formation. Voilà les 3 temps, plus les éléments qu'on vient de rajouter. On va s'arrêter là et on va peut-être vous laisser faire part de vos questions, de vos remarques, de vos désaccords, parce que c'est le propre d'un café philo, vous n'êtes absolument pas obligé d'être d'accord avec nous. Donc merci d'exprimer vos questions et vos opinions sur le sujet. Ils étaient perturbés. Bonjour, j'ai juste une question qui n'est pas du tout contre vous ou contre ce que vous avez dit, ça c'est clair. Par contre, il y a des personnes qui sont influençables, dans le sens négatif, je dis bien. Ce dont, si j'ai bien compris, jusqu'à présent c'était dans le positif, et je le prends dans le positif. Par contre, il y a du négatif, et on peut effectivement influencer des personnes intelligentes, des personnes cultivées, dans un autre sens. Comment est-ce que cela peut exister, ou comment est-ce que ça arrive? Je suis désolé. Comment est-ce qu'on peut influencer, ou bien, quel est le système dans le cerveau, justement, qui fait que les personnes se laissent influencer négativement dans l'apprentissage? C'est-à-dire qu'on ne va pas vers l'avant, mais au contraire, on se laisse influencer au négatif. Alors, je voudrais juste m'assurer d'avoir personnellement bien compris la question. Vous avez commencé par dire que ce n'est pas une critique. Donc je n'ai pas entendu de critique de votre part, donc je vous rassure. En revanche, votre question, c'est qu'est-ce qui fait que des individus peuvent faire l'objet d'une manipulation, d'une influence, c'est ça? Quelle est la partie du cerveau qui fait qu'on va être influencé? Excusez-moi Abdella, vous pouvez parler dans le micro pour le public, s'il vous plaît. Ça ne marche pas. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Donc voilà, merci. Donc, vous validez donc ma compréhension de votre question. On va prendre 2 ou 3 questions, comme d'habitude, avant de réagir, évidemment. Donc, il y a d'autres remarques, d'autres questions peut-être? Pascal? Oui, moi je voudrais réagir. Il y a un thème qui m'a beaucoup interpellé, là, c'est la délégation de la conscience, en particulier dans nos sociétés. Alors, là tu as parlé de déléguer à des machines, mais il y a des choses qui me paraissent beaucoup plus graves en termes de questionnement, enfin, dans notre société. C'est par exemple en économie.
en économie, on nous dit c'est la loi du marché qui décide. Donc la loi du marché, elle saura mieux faire que tout ce qu'on peut faire entre nous et surtout laisser-la faire. Alors, est-ce que la loi du marché, enfin ça pose quand même des tas de questions, est-ce que la loi du marché finalement est plus consciente que nous en tant qu'humains, enfin, d'où lui vient ce savoir et cette conscience-là? Et après, ça pose d'autres questions plutôt en termes politiques, c'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on ne va pas trop loin en déléguant complètement toute l'action politique, et Dieu sait l'importance que ça prend aujourd'hui avec la crise au niveau de l'économie, en disant, surtout, il faut laisser faire les lois du marché, les lois d'urgence, c'est quand même ça qui est le mieux pour tout le monde. Voilà, donc c'est un petit peu ça la question. Est-ce qu'il y a de la conscience derrière ça dans quelque chose qui finalement n'est pas du tout humain? Et sinon, au contraire, nous en tant qu'êtres conscients, est-ce qu'on ne doit pas mettre des limites à cette délégation de conscience? Ouais. Merci pour ta question, Pascal. On va prendre peut-être encore une ou deux questions. S'il y en a, sinon... Alors il y a Pierre, je crois, qui... Oui, ma question va sembler un petit peu trop basique maintenant. Mais je voulais reformuler ce que j'avais compris, m'assurer que j'avais compris. En fait, si je trouve que notre monde est absolument nul, c'est peut-être dû à ma pensée, pas forcément au monde. Alors vous me corrigez, s'il vous plaît. Et que peut-être si je mets dans l'état d'un de vos, comment dirais-je, d'une personne que vous coachez, si vous m'apprenez à poser les bonnes questions, à ce moment-là, j'aurai un feedback, j'aurai un retour qui va m'amener le plus possible près d'une réalité, donc d'une vraie conscience. Et puis c'est vrai, quand vous avez cité Eric Berne, nous sommes nombreux à avoir pensé immédiatement à la très célèbre analyse transactionnelle et aux 3 états du moi, bien sûr. C'était juste pour m'assurer que j'avais compris. Oui, d'accord. Alors c'était du cabotinage. J'ai compris, là, j'ai compris. Par contre, ça nous donne la possibilité de creuser. Et c'est là l'intérêt des bonnes questions. Tu as bien récupéré. Bon, je te laisse réagir et puis après, peut-être une autre question. Bonjour à tous, je voulais vous demander par rapport aux sectes, est-ce que les gens sont conscients de rentrer dans un conditionnement intellectuel, dans une prison, quoi, enfin je ne sais pas comment dire, est-ce qu'ils ont cette conscience? Est-ce qu'on peut parler de conscience quand on rentre dans une secte? Voilà, merci. C'était l'influence. Est-ce qu'il y a une partie du cerveau qui gouverne l'influence? Merci pour vos questions. Alors, je vais tenter de répondre à la première qui, du coup, a toute sa place. Alors, c'est justement le principe de l'influence, c'est ça, hein, donc l'influence. Alors, sachez qu'en tant qu'individu, comme je vous l'ai décliné tout à l'heure, nous avons 4 logiques, mais que depuis notre plus tendre enfance, on va dire jusqu'à l'âge de 7 ans, nous avons mis en place un certain automatisme et une certaine logique qui nous est propre. Si j'ai un esprit qui s'est développé plutôt axé sur le quoi et donc l'esprit rationnel, je vais effectivement être influençable si on m'apporte des clés dites rationnelles et mathématiques, telles que 1 + 1 font 2. Donc l'influence est plutôt d'ordre rationnel. Maintenant, il y a des personnes qui effectivement ont une logique émotionnelle, sur le registre du relationnel, du contact à l'autre. D'accord ? Donc tout ce qui est social. Si cette personne ne peut pas enclencher sa logique dite rationnelle, puisque ça n'est pas sa prédominante, elle va mettre en place sa logique émotive. Donc c'est ce qu'on appellera l'entendement du cœur. C'est une forme de perception. Donc en fonction de ma logique, si je suis plutôt dans l'entendement du cœur et donc dans une logique de perception, je vais être persuadée que ce que l'on me dit est bon, parce qu'on a réussi à créer chez moi des émotions positives.
Et en créant chez moi une émotion positive, je crée la relation à l'autre. Et donc je lui accorde une forme de confiance qui pourrait être un petit peu plus poussée que celle qui serait mise en place par l'esprit rationnel. Donc j'ai envie de dire que quelle que soit la logique et quelle que soit la dominante du cerveau, nous pouvons être sous influence d'autrui si effectivement, d'un point de vue émotionnel, j'ai une forme de déséquilibre et donc un manque affectif que je cherche à combler en étant confortée par les propos d'autrui. Et effectivement, si j'ai une forme de sensibilité plus ou moins émotionnelle et que la personne que j'ai face à moi a une capacité à utiliser les bons termes, les bons mots et au bon moment et les orienter, donc me les servir, je peux effectivement être sous une forme d'influence. Et donc c'est là où le registre de la manipulation rentre en ligne de compte. Pour moi, l'influence et la manipulation a lieu dès lors où je ne décline pas l'objectif, la finalité de mon discours. Et là, nous rentrons dans une forme de manipulation. Donc je vais créer un contact, je vais créer un discours pour influencer autrui, ou sur l'esprit, donc l'entendement du cœur, ou l'esprit rationnel, mais sans en décrire la finalité absolue. Par contre, si l'objectif est clair, qu'il est acté, qu'il est posé, je ne rentre pas dans une forme de manipulation puisque les propos sont clairs et précis et amènent autrui à avoir un positionnement. Je ne sais pas si j'ai répondu. Donc l'influence existe et l'être humain est beaucoup plus fragile quand il n'a pas un positionnement clair et précis quant à son état donc émotionnel, donc un état de conscience. Ce qui m'amène à rebondir sur la question des sectes, mais je vais laisser... Donc pour les sectes, j'ai envie de dire qu'il y a effectivement une forme de conditionnement, mais il est beaucoup plus facile de mettre en place ce conditionnement lorsque la personne a un manque dit affectif, qu'elle cherche à combler, qu'elle cherche à trouver des questions auxquelles elle n'a pas encore de réponse dans un environnement dit sain. Donc là, encore une fois, est-ce que je rentre en conscience dans une secte ? Je ne pense pas que les sectes se présentent en tant que telles. Et c'est là le véritable danger. C'est que si vous êtes en contact avec une institution qui se présente comme étant une secte, je pense qu'il va de soi que la personne rentre en questionnement et qu'elle ait ce libre arbitre, et donc c'est la notion de choix qui m'intéresse. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est qu'il y a des personnes qui prônent un discours, qui prônent une forme de science, qui se présentent comme étant des personnes tout à fait équilibrées, pouvant accompagner l'individu dans une forme de bien-être et d'équilibre émotionnel, mais ne se définissant pas comme étant une secte. Donc on retrouve encore une forme d'influence qui existe effectivement et qui peut être une forme de manipulation.